Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE un axe majeur de leur développement et de leur stratégie. Voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Agnès de Bourgard, responsable des partenariats chez Betterway. La plateforme de la mobilité en entreprise vient de lever 1 500 000 € pour son développement. Notre débat portera aujourd'hui sur les métiers de la transition écologique. Quelles sont les meilleures filières? Quels freins empêchent encore les jeunes de se lancer? Réponse tout à l'heure. Et puis la start-up du jour dans Smart Ideas, vous découvrirez Cadalis. C'est une marque de cosmétiques qui met en valeur les vertus de la banane. Mobilité, métier de la transition, cosmétique, 3 univers et 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Agnès de Bourgard, bienvenue. Merci. Vous êtes donc responsable des partenariats chez Betterway. On va peut-être commencer par une présentation un peu générale. C'est quoi le métier de Betterway? Les nouvelles mobilités, évidemment? Exactement. Donc Betterway, c'est la première solution de paiement dédiée à la mobilité en entreprise. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises vers plus de mobilité durable, notamment en proposant aux collaborateurs de financer leur trajet domicile de travail grâce justement à une prime pouvant aller jusqu'à 500 € qui s'appelle le forfait mobilité durable. Oui, alors on est dans le cadre de cette réforme de ce qu'on appelle la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui prévoyait d'ailleurs au départ c'était 400 €, ça devient 500 € à partir de cette année, prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, 500 € par an et par salarié exonéré de charges. Est-ce que ça va assez vite? Moi, l'impression que j'ai eue, on en a déjà parlé dans cette émission la saison dernière, c'est que ce forfait mobilité durable, il avait un peu de mal à décoller. Tout à fait. En fait, c'est assez classique quand il y a des nouvelles lois qui passent, c'est que personne ne veut être le premier à le mettre en place. Donc nous, on a la chance d'avoir travaillé avec Allianz, qui est l'un des premiers groupes à l'avoir mis en place. Et une fois que des grosses entreprises et des petites structures l'ont mis en place, on fait des retours d'expérience. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on a un gros travail d'évangélisation, d'expliquer comment ça s'est passé chez les voisins pour pouvoir après rassurer les entreprises. Et donc on a vraiment une partie exponentielle de la mise en place du forfait mobilité. Vous le voyez là? Vous le ressentez là? Depuis combien de temps? En fait, au début de l'année, on était vraiment dans l'explication. Qu'est-ce que c'est que le forfait mobilité durable? Après, la phase 2, c'est voilà les entreprises, comment est-ce qu'elles l'ont mis en place, comment ça se passe. Et aujourd'hui, on est plus dans la phase de justement, ça y est, on y va, accompagnez-nous et aidez-nous à le mettre en place. Vous trouvez que ça a été fait finalement, vous dites c'est classique quand une nouvelle loi arrive, ou alors est-ce il a manqué, ou il faudrait une campagne de com un peu lourde pour faire la promotion de ce forfait? J'imagine que c'est toujours mieux quand on a plus de communication, plus de campagne. Après, on a pas mal de vidéos qui ont tourné avec le ministère de la Transition écologique qui a vraiment essayé d'expliquer, parce que le principal frein, c'est vraiment la non-compréhension de la loi. Mais une fois que la loi est comprise et qu'on comprend son intérêt, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vraiment la phase d'explication qui est la plus longue. Alors, qui sont vos clients chez Betterway? C'est forcément des grands comptes, ou alors ça va d'une PME à une très grande entreprise? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, les entreprises qui souhaitent mettre en place le forfait mobilité durable et la solution Betterway, c'est vraiment le même type d'entreprise, et on a 30% de petites entreprises, 30% d'entreprises moyennes et 30% de grands groupes. Et c'est effectivement ce qu'a aussi démontré le baromètre du forfait mobilité durable qui a été lancé par l'ADEME, et c'est vraiment ce système que en fait toutes les entreprises sont concernées et intéressées. Donc c'est hyper équilibré. Alors pour des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui nous regardent en ce moment et qui ne connaissent pas Betterway, comment ça marche? Il y a une sorte de carte de crédit, c'est ça? C'est exactement ça. Le principe, c'est de proposer aux collaborateurs des solutions de paiement. Donc, c'est comme un compte bancaire classique. Vous avez une carte de paiement et un RIB. La carte de paiement pour pouvoir payer sur Internet, en borne, pour pouvoir acheter, par exemple, vos tickets de métro et pour pouvoir aussi payer votre trottinette électrique sur l'application. Et un RIB pour tout ce qui est abonnement. Et après, en parallèle de ça, vous avez une plateforme web pour pouvoir justement suivre votre budget. Et pour l'entreprise, elle va pouvoir, grâce à la plateforme, suivre son budget mobilité, le budget mobilité global de l'entreprise. Comment la vie privée, l'intimité des salariés est respectée avec un système comme celui-là? Alors effectivement, ça fait partie des sujets qui sont un peu plus complexes à traiter, mais l'idée c'est, c'est un budget qui est mis en place par l'entreprise, du coup c'est de toute façon des trajets domicile-travail qu'on sait que vous effectuez, donc il n'y a pas tellement de sujets, on n'a pas de collaborateurs qui nous disent je ne veux pas que mon entreprise... Il n'y a pas de géolocalisation, de suivi, non mais ça serait possible. Tout à fait, ce serait possible, mais ce n'est pas du tout notre objectif à nous. Nous l'idée c'est, vous faites votre trajet le lundi entre 8h
heures et 10 heures. On sait que c'est un trajet pour faire de chez vous à l'entreprise. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de secret délivré. Donc il y a eu cette levée de fonds pour Betterway, 1 500 000 €. Belle marque peut-être de confiance des investisseurs, on peut dire ça. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous, en interne ? Tout à fait. Aussi bien confiance, mais aussi confiance dans le fort potentiel justement de cette loi. On sent qu'il y a une tendance sociétale qui est vers de l'écologie, vers du développement durable. Quand on explique aux entreprises qu'on va les aider à réduire leur empreinte, qu'on va les aider à proposer aux collaborateurs du développement, du déplacement durable, ça a du sens et on a facilement des retours positifs. On a d'ailleurs 3 investisseurs un peu institutionnels, mais on a aussi des business angels qui ont voulu participer au projet et on trouve que c'est hyper fort justement comme signal de dire les startups sont investies et veulent justement accompagner cette évolution. Ouais, vous allez en faire quoi de cette levée de fonds ? C'est principalement du recrutement. Évidemment. Factuellement, il y avait un salarié en 2020, et aujourd'hui, on est 20. Donc effectivement, ça va très vite, on a beaucoup de choses à faire, aussi bien en termes de développement, puisque c'est quand même des choses un peu spécifiques, qu'en termes d'évangélisation. Et donc du coup, on a beaucoup de personnes commerciaux qui vont sur le terrain. D'accord, donc des profils de commerciaux qui sont recrutés, qui sont recherchés. Vous êtes responsable des partenariats. Le partenariat le plus évident, c'est celui que vous êtes obligé d'ouvrir avec les opérateurs de mobilité, c'est ça ? Exactement. De toute façon, notre carte est acceptée chez tous les opérateurs de la mobilité, puisque c'est une carte business classique. On a plus de 50 000 points de vente référencés. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des détenteurs de cartes. Et donc, on a des avantages chez certains opérateurs qui veulent vraiment jouer le jeu. Donc, une réduction ou le casque offert avec l'achat d'un vélo, etc. Et en parallèle de ça, on a aussi des partenariats qui vont plus nous aider justement à faire découvrir le service. Donc, typiquement avec le groupe Up, qui est un des leaders de l'avantage salarié et qui a souhaité justement faire un partenariat avec nous, car il souhaitait avoir cet avantage mobilité pour les entreprises clientes. Donc ça, c'est pour la partie... Donc ça fait combien de temps, ce partenariat avec Up, par exemple ? C'est depuis janvier, effectivement. Oui, on a fêté nos 6 mois avec du champagne, on était très contents de ce partenariat. Et le nouveau partenariat qui vient de sortir, c'est celui avec Alphabet, qui est le leaser de BMW. Alphabet, c'est pas la maison mère de Google, hein. C'est pas cet Alphabet-là. C'est pas cet Alphabet-là, effectivement. Et l'idée, c'est vraiment, pour eux, ils sont dans la mobilité, à proprement parler, puisqu'ils font du leasing de voitures, et ils veulent pouvoir proposer à leurs clients une solution alternative, justement, aux véhicules de fonction ou complémentaire. Puisqu'on a des entreprises qui disent, on avait jusqu'à maintenant des véhicules thermiques, on va les passer en électrique, et pour compenser le manque à gagner pour les collaborateurs, on va leur proposer un budget qu'ils vont pouvoir dépenser en mobilité douce. Le développement de Betterway, il est national, il est européen. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est au niveau national, donc en France et dans les Drômes. Et on a effectivement pour ambition de partir assez rapidement dans l'Europe. On a mais ce déploiement national, il se fait naturellement ou il passe aussi par des accords locaux avec des régies de transport, avec des acteurs locaux de la mobilité ? Comment ça se passe ? C'est une très bonne question, mais en fait, factuellement, c'est une carte business, la carte Betterway. Ce qui permet qu'en fait, elle soit de base acceptée partout. Et c'est nous qui avons réduit les endroits où elle était acceptée aux opérateurs de la mobilité. Donc en fait, on a référencé, ça a demandé un petit peu de travail de référencer tous les opérateurs de la mobilité, mais du coup, aujourd'hui, on a accepté partout, en France, en Corse, partout. D'accord. C'est quoi les perspectives de croissance, de développement pour Betterway ? Quels objectifs vous donnez, vous, à 5 ans, par exemple ? À 5 ans, là, aujourd'hui, effectivement, on est parti, on a commencé avec le forfait mobilité durable. Après, on s'est élargi à tout ce qui était transport, domicile, travail. Donc, on a ajouté les abonnements au transport en commun à notre offre. Ensuite, on s'est élargi justement à l'alternative à la voiture de fonction. Et l'idée, c'est que demain, on soit vraiment sur l'intégralité de la mobilité de l'entreprise pour pouvoir vraiment accompagner vers une mobilité plus durable, et en France et en Europe. Le covoiturage, ça fait partie des briques de la mobilité durable et des offres qui sont liées à Betterway ? Oui, tout à fait. Alors déjà, chez Betterway, on a référencé donc Klaxit, Caros, qui sont un peu les gros acteurs. Caros qu'on a reçu il y a quelques jours. C'est vrai, voilà. Et après, de toute façon, ils sont inclus dans le forfait mobilité durable. Dans le forfait mobilité durable, vous avez tout ce qui est vélo,
achat, location, réparation, assurance. Vous avez également tout ce qui est covoiturage, aussi bien pour le covoituré que pour le covoitureur. Donc, ce qui est très intéressant justement pour pousser ceux qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir en voiture. On leur propose de faire du covoiturage et donc c'est vraiment une vraie incentive. On a aussi tout ce qui est déplacement personnel type trottinette électrique, scooter électrique. Et on a aussi tout ce qui est abonnement au transport en commun à l'unité. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Better Way et ses partenariats. Merci Agnès de Bourgard. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Je vous demandais de rester en place parce que sinon vous allez passer devant la caméra. On passe à la rencontre de la génération de la transition écologique. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, on part à la recherche des pépites vertes. Trouver un job pour la transition écologique avec mes invités. Bonjour Claire Pétro. Bonjour. Bienvenue, vous êtes justement la fondatrice des pépites vertes. Vous allez nous les présenter dans un instant. Bonjour Mathieu Wittfoot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes éco-aventurier engagé chez Circulaire et puis créateur de ce défi Zéro Mégot. Je voudrais que l'un et l'autre, vous puissiez vous présenter. C'est quoi les pépites vertes ? Bien sûr, merci beaucoup. Alors, les Pépites Vertes, c'est un média qui donne la parole à des jeunes professionnels qui travaillent pour la transition écologique, pour donner des idées de métier à des lycéens et des étudiants. Et puis, récemment aussi, c'est aussi un club du coup, de ces jeunes actifs de la transition écologique pour fédérer vraiment tout un écosystème de salariés qui travaillent pour la transition écologique et qui ont envie de se connecter et d'aller plus loin dans leur impact au travail. L'idée de départ, vous vous êtes rendu compte que finalement, il y avait toute une génération qui voulait s'engager et qui ne savait pas trop où aller, c'est ça ? Ouais, au tout début, c'était surtout... moi, j'ai fait beaucoup de stages dans la transition écologique dans l'ESS. Je recevais énormément de messages sur LinkedIn, sur Messenger, et on est nombreux, je pense, à de plus en plus avoir de questions de jeunes qui disent comment est-ce qu'on trouve ce job, comment est-ce qu'on fait un bon CV, quelles sont les bonnes compétences. Donc moi, je passais du temps avec eux au téléphone et puis après, je me suis dit, c'est bizarre en fait, c'est qu'on manque en fait de visibilité sur ces nouveaux métiers. J'ai envie de créer du contenu pour les accompagner et en fait, ça faisait écho aux signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ils étaient quand même 33 000 étudiants à signer. On les a reçus ici plusieurs fois. Exactement. C'est un mouvement de fond que moi, j'avais envie d'accompagner et d'outiller. Et vous venez de faire une sorte de tour de France des pépites. Oui. On va en parler dans un instant. Mathieu Wittfoot, Circulaire, peut-être en quelques mots, on parlera du défi Zéro Mégot après. Parfait, moi j'ai 27 ans ouais. Et j'incarne un peu une pépite verte parce que c'est mon premier métier chez Circulaire. Ouais. Mon rôle, ça va être de connecter 43 grands groupes avec une quarantaine de startups pour accélérer des projets d'économie circulaire. Donc prendre les bonnes pratiques des uns, les mettre en relation pour qu'ils puissent amener des projets. Ça, c'est la raison d'être de Circulaire ? La raison d'être, ça va être de connecter des innovations partout dans le monde qui existent. Ouais. Et vous pouvez me croire, parce que j'ai fait un tour du monde des solutions, notamment des solutions face aux déchets plastiques, ouais. De connecter ces solutions qui existent avec des entreprises qui ont la capacité de les déployer. Et donc, vous avez lancé plusieurs défis. Il y a ce défi Zéro Mégot. Il y avait vous avez quoi, remonté la Seine, parce que vous êtes un nageur émérite, c'est ça Exactement. Moi, j'aime bien l'aventure. Ouais. Du coup, l'aventure peut vraiment servir l'impact. Et pour faire ça, on a fait en fait une aventure pour retracer le parcours d'un mégot qui serait jeté dans les villes de Paris et qui va finir en fait, sans qu'on puisse forcément en être conscient, jusqu'à la mer. Donc à la nage, en relais, avec 4 nageurs, jour et nuit on s'est relayés pour nager les 380 km qui séparent Paris de la mer. Ouais. Et juste avant le départ, on a aussi fait le record du monde de collecte de mégots à Paris. On a collecté 855 000 mégots. En combien de temps ? En 3 heures, avec 1200 personnes. En 3 heures seulement ? Mais non, c'est pas possible. Avec 1200. C'est à la fois génial et effrayant. Exactement. Alors, on ne célèbre pas le triste record, quelque part, mais on célèbre l'engagement de plus de 1000 personnes qui, un samedi matin, se sont levées avec leurs masques et leurs gants pour collecter ces mégots. Alors, Claire Pétro, Mathieu Wittfoot, c'est le parrain du Club des Pépites. C'est quoi le Club des Pépites ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de donner la parole à ces jeunes pendant 1 an, j'ai lancé les Pépites Vertes le 30 septembre dernier, avec des émissions sur YouTube au début. J'ai réussi à en faire 8. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il y en a beaucoup plus des Pépites Vertes. Donc, j'ai envie d'en mettre plus en lumière. Donc, je me suis entourée d'une
une super équipe de bénévoles. Et là, on a commencé à diffuser des témoignages par article sur notre site internet. Et une de ces pépites, c'était Mathieu, qui effectivement représente bien cette génération. Une pépite verte, j'ai même pas défini les termes du sujet en tant que tel, mais c'est un jeune qui est engagé dans la transition écologique dès la sortie de sa formation, donc qui a cette audace de sortir d'études et de se dire directement, je mets mon cerveau, mes mains, mon cœur à contribution d'un projet de société et je suis rémunérée pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement uniquement bénévole, c'est vraiment un projet de carrière. Donc voilà, on a discuté avec ces pépites vertes, on les a appelés, on a fait des zooms avec eux et on leur a dit qu'est-ce qui vous manque, vous, jeunes pépites, pour être encore plus impactantes dans vos entreprises et puis plus largement dans la société. Et on a identifié 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est quand même un grand sentiment d'isolement, que ce soit notre génération, que ce soit le Covid ou même ce sujet de la transition écologique qui, même s'il grandit, reste un peu marginal. On évite un peu l'écolo de service quand on est engagé pour la transition. Et du coup, il y a eu une envie de se connecter. Donc, première mission du club, c'est faire du réseau. Deuxième envie, c'est de pouvoir apprendre plus. Parce que, par exemple, Mathieu, expert en économie circulaire, va peut-être un peu moins facilement pouvoir nous parler des enjeux du climat ou de la biodiversité. Donc, on a envie de créer une communauté apprenante qui puisse se former entre elles. Et puis, enfin, la raison pour laquelle j'ai créé les Pépites Vertes, c'est ce manque de visibilité, une envie de faire passer, et notamment, c'est ce que vous faites aujourd'hui, sur des plateaux télé, dans des tribunes, dans des médias, de nouveaux leaders de la transition, de la transformation de la société. Et du coup, on veut jouer ce rôle de médias et d'accélérateur de visibilité au sein du club pour les membres qui sont référencés chez nous, en les propulsant sur des médias, chez des partenaires. Donc vous êtes le parrain de ce club, ça suppose quoi? C'est quoi votre rôle? Comment vous le percevez, vous le préparez, ce rôle? Ce que je trouve génial, c'est que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me contacter en me demandant des conseils sur comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur choix notamment. Et j'ai du mal à dire oui à tout. Donc là, ça me donne un cadre dans lequel non seulement je peux répondre partiellement à certaines questions, mais aussi, et j'ai pas moi toute la science ou toutes les connaissances, et du coup, ouvrir une sorte de cercle de parole où d'autres peuvent aussi apporter leurs connaissances. Donc je trouve que cet aspect collectif, il est essentiel pour vraiment créer des forces et des passerelles de connaissances entre les différentes personnes. Alors, est-ce qu'on va élargir un peu le spectre de notre réflexion? Est-ce qu'en ce moment, il y a une opportunité à saisir? Est-ce que le plan de relance, là, avec notamment son volet environnemental, c'est clairement pour vous, dans le cadre des Pépites Vertes et de vos projets, une opportunité à saisir? Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce plan de relance, et je pense que généralement, on a un marché du travail qui est en train de se transformer radicalement avec des nouveaux enjeux. On a eu récemment une transformation digitale où on a dû former à de nouvelles compétences, développer de nouveaux secteurs, équiper les entreprises, les infrastructures publiques. Aujourd'hui, on fait face à un défi de taille qui est cette transition énergétique, écologique, environnementale et solidaire. Et le marché du travail, du coup, côté recruteur, se transforme. On a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouvelles aptitudes. Et puis, côté aspiration des jeunes, ça se transforme aussi parce qu'on se dit, en fait, ce job, cette carrière, je peux la mener avec une vocation derrière. Donc, on doit accompagner côté privé, côté éducation, côté talent, cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment au niveau parce que ça va si vite que même côté recruteur, j'ai moi-même été recruteuse quand j'étais avant à Change Now, c'est difficile aussi d'appréhender quelles sont ces nouvelles compétences en fait. C'est-à-dire que c'est des nouveaux métiers qui se créent en permanence. Exactement. Quoi, c'est ça. Et pour certains, ça paraît souvent aussi très technique et un peu lunaire parfois. Donc on a, je pense, un rôle de pédagogie et d'accessibilité à faire. Et en ça, du coup, nous, on a envie de travailler aussi avec les acteurs de l'éducation, que ce soit l'UNICEF, que ce soit les régions, pour pouvoir faciliter l'appréhension de ces nouveaux métiers, tout comme on a envie aussi de travailler avec les employeurs, les recruteurs, pour les aider à bien comprendre ces nouveaux enjeux et à bien accompagner leurs collaborateurs. Mathieu Wittevaux, dans les discussions que vous pouvez avoir justement avec tous ces jeunes qui vous contactent, quels sont les freins qu'ils expriment en premier, qui les empêchent finalement de se lancer alors qu'ils ont l'envie? C'est une très bonne question. Je pense que le premier frein qui vient, c'est d'abord le manque de légitimité que ces jeunes peuvent percevoir. Donc ils disent, moi j'ai cette envie, j'ai cette passion, je ne suis pas outillé et je n'ai pas forcément la crédibilité, la légitimité pour prendre les sujets sur cette parole.
pardon, La parole sur ce sujet, ouais. sujet, exactement. Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément été formés spécifiquement pour, c'est ça? Donc ils se disent, est-ce que je suis légitime? Voilà, ou même formés pour. Ils se disent comment est-ce que moi je vais apporter des connaissances à une autre personne. Ça fait 10 ans qu'il travaille comme ça. Et il a tellement d'inertie dans sa façon de travailler que c'est très difficile d'avoir la confiance pour justement challenger ses pratiques. Et c'est justement pour ça que les jeunes ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est qu'ils ont cette fraîcheur, ils ont ces connaissances aujourd'hui qui font que, en fait, une personne qui travaille depuis 10 ans dans son métier, elle n'a pas forcément cette ouverture d'esprit pour se dire, OK, dans cette transition, voilà comment on pourrait faire les choses différemment. Donc, notre but, c'est les aider vraiment à avoir confiance, à montrer qu'ils ont leur propre histoire, ils peuvent raconter leur propre histoire avec leurs propres connaissances et que il y a un vrai besoin pour transformer justement leur métier et l'industrie dans laquelle ils veulent évoluer. Est-ce que, là aussi, dans les conseils que vous pouvez donner, est-ce qu'il y a des filières mieux loties que d'autres? Alors, évidemment, l'économie circulaire, c'est une filière que vous maîtrisez, mais est-ce que dans les orientations, il y a des filières mieux loties? En fait, globalement, ça s'infuse vraiment dans toutes les filières. Déjà, ici ça, voilà, tous les jours, vous avez des interventions sur des sujets tellement différents que je pense que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment autour de cette table. Après, il y a des sujets qui sont un peu plus chauds que d'autres, notamment des sujets qui sont drivés, par exemple, par la législation. Donc là, avec la loi AGEC, par exemple, le plan de relance, d'un coup, en fait, on a besoin de certaines solutions plus que d'autres. Mais globalement, dans l'économie circulaire, qui concerne du coup la gestion des ressources et la gestion des déchets, et qui est plus le sujet que je maîtrise, je ne pourrais pas parler d'agriculture ou quoi, il y a des besoins énormes. Et il y a des besoins énormes, non seulement de métiers spécifiques, donc d'expertise, et on manque d'expertise, selon moi, mais il y a aussi des besoins énormes dans chacun des métiers de pouvoir repenser son entreprise dans un scope 100% circulaire. Est-ce que tous les jeunes sont derrière vous? Je pense à ça parce qu'en vous écoutant, je me dis, tiens, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Génération Z comme Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Alors, je pense qu'il faut être très conscient de la bulle dans laquelle on évolue. C'est très important. Ces sujets-là, on a la mission de les rendre accessibles à toutes et à tous. Et je reviens sur mon mot de pédagogie, c'est notamment en investissant des médias généralistes et pas forcément spécifiques, en investissant des plateformes sociales, Instagram, pourquoi pas bientôt TikTok, j'en rêve, qu'on va pouvoir aller élargir les audiences auxquelles on s'adresse, parce que si on entretient toujours les mêmes étudiants de grandes écoles que je représente, je pense qu'on ne renouvelle pas non plus les collaborateurs, les collaboratrices qui écrivent les nouvelles feuilles de route. Donc aujourd'hui, je dirais que non, on est de plus en plus, on est une génération consciente, c'est certain, une génération engagée. Je pourrais vous citer vraiment par centaines les jeunes que je croise engagés, mais on doit toujours être vigilant à s'assurer de la représentativité de nos discours et de nos actes, parce que ça reste quand même aujourd'hui un secteur qui est d'une certaine manière réservé à une élite. Et dernier mot, allez-y. Oui, pour compléter, j'allais dire, face à l'adversité d'un réchauffement climatique qui est quand même vraiment face à nous, là, et qu'on voit au quotidien, on a aussi cette sorte de dénominateur commun à notre génération de se dire, en fait, vers où est-ce qu'on va dans 10, 20 ans. Donc, on ne peut plus nier, en fait, c'est une certaine réalité. Donc, forcément, on va se tourner vers les solutions et le monde qu'on veut construire plus tard. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement fédérateur, en fait. Peu importe l'origine, peu importe d'où on vient. Et je vous ai dit, pour avoir parcouru plus de 18 000 km en vélo avec des rencontres de jeunes un peu partout dans le monde, c'est des jeunes qui sont portés par cet espoir de pouvoir changer les choses, peu importe leur manière, en fait. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Je vous propose maintenant de parler cosmétique. Vous ne regarderez plus les bananes comme avant. Smart Ideas avec Shirley Billot. Bonjour, vous êtes la présidente de Cadalis. Alors on a 5 minutes, ça passe vite. Vous êtes venu avec des produits de cosmétiques, mais il faut dire que ça, c'est la fin de l'histoire, quoi. Le début de l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est la volonté de vouloir valoriser une production agricole, notamment les déchets. On a des ressources limitées en Martinique. La banane est le premier producteur, la Martinique est le premier producteur de bananes françaises. On génère à peu près 40 000 tonnes de déchets chaque année, rien que de bananes moches. Donc c'était comment valoriser ces déchets
en faire quelque chose qui permettait de créer de la valeur ajoutée aussi pour les planteurs. Donc c'est vraiment un projet à la base d'économie circulaire et de valorisation de notre agriculture. Oui, alors on parlait d'économie circulaire juste avant dans notre débat. Donc Cadalis, c'est d'abord c'est une biotech qui est spécialisée dans tout ce qui est réutilisation, valorisation justement des déchets agricoles, c'est Oui, ça? ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche uniquement orientée sur la valorisation des agrodéchets. Oui. On utilise le principe de la chimie verte et plus précisément de l'éco-extraction. Donc c'est des process qui sont green, qui permettent d'extraire et de potentialiser des actifs d'une façon qui respecte l'environnement. Mais alors ça, c'est toujours une question. Chimie verte, j'ai l'impression à chaque fois je pense oxymore, quoi. C'est-à-dire ces deux mots qui vont pas bien ensemble quand même. En fait, c'est une chimie qui n'utilise pas de solvants chimiques. Par exemple, on va utiliser des ultrasons ou des micro-ondes pour justement accélérer, en tout cas potentialiser l'extraction. Alors moi, ma curiosité, forcément, c'est le pouvoir de la banane. Qu'est-ce qu'on trouve comme principe actif dans la banane pour créer des cosmétiques? On utilise depuis des centaines d'années, c'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme qui date de l'époque des dinosaures. Donc le bananier fait partie de la pharmacopée de tous les pays du Sud depuis des centaines, voire des millénaires. Oui. Nous, on l'utilise pour ses propriétés cicatrisantes parce que il a des principes actifs qui permettent de réparer notamment la peau, le psoriasis, l'eczéma ou l'acné, par exemple. Nous, on travaille principalement on a beaucoup travaillé sur la peau de la banane et notamment sur les corps gras. On est un des seuls au monde à faire des huiles de banane parce qu'ils sont très riches en phytostérols qui ont ces propriétés réparatrices pour la peau. Et on a développé un nouvel actif qui est un actif autour de la banane rose, qui est beaucoup plus rare. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à une huile d'argan. La banane rose. Notre actif banane rose. Ouais, d'accord. C'est une variété de banane, je connaissais pas. Oui, avec une peau qui est pourpre en fait. On a un producteur qui est basé au François, qui l'a produit avec beaucoup d'amour. Alors ça, c'est aussi un élément intéressant dans le modèle économique, c'est que les producteurs de bananes sont vos partenaires. Oui, depuis le départ, il me semblait important d'avoir une démarche qui soit en écosystème bienveillant. Moi, je suis une partisane du capitalisme inclusif. Donc, j'ai souhaité avoir autour de moi les planteurs de bananes. Donc, à aujourd'hui, 100% de la filière banane Martinique et au capital de la société. Et on a c'est un vrai projet de filière et de département. Vous serez en Arabie Saoudite en novembre prochain pour participer à ce concours EWC Entrepreneurship World Cup. Vous allez représenter les Caraïbes, c'est ça? J'ai vu ça en préparant l'émission. En fait, c'est un concours international des entrepreneurs dans le monde. Et en fait, il y a eu une session régionale où toutes les îles de la Caraïbe ont participé pour la première fois. Et en fait, j'ai été élue à l'unanimité pour représenter toutes les entreprises de la Caraïbe à ce concours qui se déroule en mois de novembre. Mais ça se prépare, un concours comme ça? Oui, on a des coachings tous les dimanches après-midi avec des mentors qui nous éveillent sur des sujets, qui nous préparent. C'est quoi l'avenir de Cadalis? C'est vraiment focusé sur ces produits, les cosmétiques, essayer de les diffuser le plus largement possible, ou alors inventer une autre filière pour ces agrodéchets? C'est quoi votre priorité? On a 3 activités différentes. On fait de la recherche, et on a des doctorants, et on fait de la recherche pour d'autres. On sous-traite des développements d'actifs pour d'autres. On a une activité qui est une activité industrielle qu'on est en train de lancer en Martinique, où on va transformer directement les agrodéchets. Et notre objectif est de devenir fournisseur de matières premières pour d'autres industries, notamment la beauté et l'alimentation. Et la 3e activité, qui est la marque de cosmétiques, qui est vraiment notre proof of concept et qu'on développe à l'export et en France depuis plusieurs années. Merci beaucoup, merci Shirley Billot, bon vent à Cadalis. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur bismart.fr ou sur les box, évidemment, vous nous trouvez facilement. Salut.